il y a beaucoup de choses qui font peur parce que justement, c'est presque plus au niveau de la santé. Aujourd'hui, on est dans une société occidentale où beaucoup de personnes sont dépendantes d'un médicament à vie, par exemple. C'est la guerre qui me fait peur, il faut parler concrètement. Complètement. Mais c'est ça. Non, mais... On parlait de la protection de certains, ou voilà, des fermes autonomes. Bon, moi, quand je vois les empierrements sur la côte, comme en Bretagne, c'est surtout les riches qui se protègent aujourd'hui. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, j'avais fait une chronique sur l'article de Douglas Rushkoff, qui, je ne sais pas si vous connaissez ce nom-là, mais c'est quelqu'un qui a publié l'année dernière un article, parce qu'il avait été invité par des responsables de fonds d'investissement américains, donc on va dire les plus grands financiers de la planète. Il croyait qu'il allait donner une conférence, et en fait, non. Tout ce qu'ils avaient à poser comme question à Rushkoff, c'est comment faire pour se protéger en cas d'émeute de la population. Donc on est bien dans le sujet, hein. On n'est pas là à rêver, on n'est pas dans un film, on n'est pas dans une dystopie, on n'est pas dans une production américaine. On est là avec des patrons du CAC 40, et des banquiers, les plus grands financiers de la planète, qui se demandent quand ils vont pouvoir lutter, soit avec un mur, soit avec une milice, soit avec des robots, lorsque le petit peuple que nous sommes n'aura plus à bouffer. Ça interroge fortement ce genre d'article. Et justement, c'est comment on fait, nous, pour envisager la suite de façon joyeuse. Et je ne suis pas béate, et je ne suis pas naïve en me disant « mais oui, tout ira bien ». Ce discours-là, je le réfute totalement, parce que je l'entends trop souvent. De me dire « vous inquiétez pas, avec la solidarité, l'entraide et tout, génial, on va tous vivre ». Non, je ne l'envisage pas comme ça. Je pense que ce sera difficile, je pense qu'il faut... mais que justement, puisque ce sera extrêmement difficile et violent, à nous de concevoir autre chose. Et d'être prêts, et d'avoir organisé déjà nos sociétés, et on va dire en commençant par le local, parce que c'est là que c'est le plus intéressant et le plus important. Et ensuite, on verra. Pas imaginer tout de suite une grosse organisation, mais commencer localement et ensuite fédérer tout ça à l'intérieur de la Confédération démocratique. Mais on ne va pas attendre que l'État le fasse à notre place. On voit bien qu'il y a une défaillance massive depuis des années, depuis des décennies, donc il n'y a rien à attendre de ce côté-là, bien au contraire. Il y a la notion aussi que je vois monter depuis plusieurs mois de dictature verte. C'est-à-dire, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu, que finalement, pour s'en sortir face à l'effondrement, va falloir que tout le monde obéisse finalement à un dictateur qui mettra en place des lois et un programme de restriction de voyage, d'avion, restrictions alimentaires, etc. etc. Non, c'est juste pas possible de concevoir quelque chose de cette nature. Donc à nous d'imaginer autre chose. Et d'autres ont imaginé avant nous. C'est pas que Murray Bookchin qui a imaginé ça. L'entraide, c'est Kropotkin qui l'écrit en premier. Il y a toute cette réflexion sur l'organisation, finalement, de l'égalité et de la liberté dans nos sociétés, elle est faite déjà depuis longtemps. Donc à nous de relire et de poursuivre le chemin et de l'actualiser. En tout cas, pour moi, c'est... Mais je comprends cette trouille, je comprends la peur, parce que pendant... c'est ce que j'appelle la courbe du deuil. Hein. Quand on prend conscience de tout ça, quand on sort la tête du sable, c'est violent. Mais je pense qu'il vaut mieux passer par là quand même que de continuer à croire que en changeant un tout petit peu notre mode de vie, ça va s'améliorer miraculeusement, que en s'y mettant tous, en prenant des douches courtes, en arrêtant de prendre des avions sur des grandes distances, en ayant une voiture électrique, on va éviter la catastrophe. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout comme ça que je l'imagine. Et ça fait plus de tort finalement qu'autre chose. C'est-à-dire de continuer à faire croire aux gens, à distiller dans la population
des informations qui vous feraient croire que en triant vos déchets, ça va aller mieux, bah, que la technologie va nous sauver. ou que la technologie va nous sauver, ça fait partie des choses qui finalement, pour moi, sont encore plus néfastes aujourd'hui à ne rien faire, parce que ça diffuse de faux messages. Et pendant ce temps-là, les multinationales continuent de croître et on continue, et ça accélère finalement la fin de nos sociétés. Donc, et ça nous empêche de se réveiller et consciemment de construire une autre société. Ce dont on parle ce soir constitue finalement le plus grand danger pour des grandes entreprises, le capitalisme en général et les gouvernements, quels qu'ils soient. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Concernant le parcours de Murray-Bookchin, lui-même a mis du temps en fait avant d'en arriver à s'intéresser aux idées libertaires, puisque auparavant il avait été communiste dans les années 30. Enfin, il est passé par différentes étapes aussi. Et c'est quelle période à peu près où il parle d'écologie En fait, très tôt. Et c'est la période où il met fin à sa participation au Parti communiste, c'est 38. C'est en 38. Même, il commence à avoir des doutes avec la guerre d'Espagne, puisqu'il est trop jeune pour s'enrôler. Et il a des doutes quand il lit les articles de la presse étrangère sur la propagande, sur ce qui se passe en Espagne. Ça s'ouvre pas, je crois. Ça s'ouvre là? Non, ça s'ouvre pas. On va ouvrir derrière. Et, On va ouvrir derrière. ouais, donc déjà, on va dire assez tôt finalement, il y a une remise en question du discours. Et ce qui est très intéressant, c'est de faire le parallèle avec Howard Dean, puisque finalement ils sont tous les deux, Bookchin et Howard Dean sont finalement de la même génération, avec un parcours, une origine identique, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux juifs immigrés, soit de Russie, soit d'Europe de l'Est de façon globale, et tous les deux avec un parcours assez proche du Parti communiste au début, et puis une remise en question avec beaucoup de questionnements et beaucoup de doutes après. C'est ce qui caractérise certainement aussi le travail de Bookchin, c'est de remettre en question souvent. Mais les questions d'écologie, je vais vraiment y revenir là-dessus. J'avais justement pris pas mal de notes là-dessus parce que pour moi c'est important. Il publie un bouquin qui passe totalement inaperçu, et pour cause, que je vous retrouve ça. Bougez pas. En 62, et il passe inaperçu parce que Rachel Carson publie 3 mois plus tard Le Printemps silencieux. Et Le Printemps silencieux, en fait, c'est certes sur les pesticides, certes ça aboutira à l'interdiction du DDT 10 ans plus tard, mais Le Printemps silencieux ne remet absolument pas en cause le système capitaliste. Alors que Bookchin, oui, et on est en 62. Et ses premiers articles écolos, c'est en 52. Et il est quasiment le premier à parler d'effondrement. Je vous dis exactement dans quel livre c'est, parce que c'est, à mon sens, super important. Ouais, 62, c'est Our Synthetic Environment, 3 mois avant Carson, et il fait ses premiers articles sur l'environnement en 52. Donc on est encore vachement tôt par rapport au rapport Meadows, quoi. Et justement, c'est pour ça, je pense qu'il fait partie de ceux qui, en tant qu'admirateur de Polanyi, intègrent les notions d'environnement très très tôt dans leur réflexion politique. C'est pas juste tardivement ou quoi que ce soit. C'est pour lui essentiel de replacer l'homme dans son environnement. D'autant plus que finalement, il y a une grosse partie de ses recherches qui traite des villes, de la nuance, de l'articulation ville-campagne. Donc il est très très proche de ce que peut publier Lewis Mumford, etc. Et de réfléchir finalement à la taille idéale ou l'organisation idéale d'une ville qui arrive à garder un lien avec son environnement proche. Pour lui, une ville de plus de 100 000 habitants, c'est inconcevable.
ça peut pas marcher, quoi. Alors nous, on est en train de se dire dans la voiture tout à l'heure que déjà au-dessus de 40 000, on est mal. Enfin, on se sent pas à l'aise. Mais après, c'est pas oublier que Bookchin, c'est la vision américaine aussi, et que les mégalopoles, ils ont connu ça bien avant nous. Mais il y a une vraie réflexion sur le triptyque social, environnement, la place de l'homme là-dedans, et finalement le local est important, la démocratie locale est extrêmement vitale dans l'œuvre de Bookchin, mais c'est pas vivable dans une ville à 1 million d'habitants, quoi. On peut pas le vivre avec... Et son influence a été importante dans les années 68, enfin dans toute la période hippie, modèle alternatif et tout ça, même pas trop. Même pas trop en fait. Non, parce que, il est très peu traduit en France, en français, on va dire. 2, ça dérangeait aussi les anarchistes, je pense, que Bookchin imagine que ce soit toujours possible de participer à des élections. Alors lui, il regardait le niveau local. Hein. Je crois qu'il avait mis une croix sur tout le reste. Ça, il n'y a pas de doute à avoir sur sa réflexion sur l'inutilité d'un État-nation. Mais en tout cas, il considérait que au niveau municipal, il fallait s'engager. Et en France, à ce moment-là, les anarchistes étaient totalement opposés, d'après ce que je crois comprendre. Oui. Maintenant, vous pouvez tous contredire ce que je viens de dire, ça ne me gênera pas du tout. Les anarchistes anglo-saxons et européens, en fait, on retrouve ça pour Chomsky ou pour Baillargeon, peut-être. Il a cru surtout dans l'exemple des Verts allemands. Et c'est là où il a déchanté assez vite. Les alternatifs? Non, les Grünen, le parti écologiste allemand dans les années 80, etc., lorsqu'il émerge. Il y avait une opposition entre les Verts alternatifs qui étaient contre les élections et les Grünen, avec Petra Kelly, tout ça. Ensuite, il s'est vite aperçu quand même que ça menait à rien. C'est-à-dire qu'en fait, si j'avais peut-être lu Bookchin, je n'aurais jamais été candidate à l'élection législative. Mais bon, je pense que chacun doit faire son propre parcours. Parce que ce débat en Allemagne avait lieu à cette époque. Oui. Et participer aux élections ou pas. Tout à fait. Mais la question se pose d'actualité toujours en ce moment. C'est-à-dire que je suis sûre que si vous posez la question aujourd'hui dans n'importe quel parti écologiste dans le monde, et en France en particulier, vous aurez différentes tendances sur est-ce qu'on doit participer aux élections ou pas, à quel échelon on participe, de quelle façon, etc. Et Cohn-Bendit avait entre autres préfacé un livre qui s'appelait « Vivre autrement », qui avait été écrit par 2 Allemands. Oui, enfin, ça m'intéresse. Parce que, en fait, moi j'étais très favorable à. mai 68. Bah oui, ça m'a marqué les événements. Non, mais il y a ceux qui ont fait un hold-up sur l'image de mai 68, et puis il y a ceux qui l'ont vraiment. Oui, voilà, c'est ça. En fait, votre parcours est intéressant de ce point de vue-là aussi, parce que la majorité des gens qui ont participé à mai 68, dans ceux qui sont médiatisés, entre autres votre collègue Cohn-Bendit. Non, mais je plaisante. Mais que moi, en 68, j'aurais pu, à 12 ans, par opposition au marxisme, au léninisme et tout ça, trouver sympathique. Tout à fait. En général, on se droitise en vieillissant. Moi, je pense que je vais finir ultra radical. Oui, c'est déjà assez cognos, mais... Et vous qui avez côtoyé justement chez les Verts des gens qui étaient... Non, mais ne vous inquiétez pas. Des Verts qui, comme Brice Lalonde, ou des gens qui étaient plutôt proches de la gueule ouverte dont vous parliez tout à l'heure, dans les années 70, qui après se sont aussi recentrés, passés au PS quasiment, au droitisé, voilà. Mais ça me fait juste penser à quelque chose d'extrêmement important à mon sens, c'est les dégâts du pouvoir. Enfin, Comment vous expliquez ce happage vers de ces gens qui étaient assez radicaux? J'appelle ça une addiction, mais après on peut le voir différemment. Et justement, par rapport à l'anarchisme, c'est la seule bouffée d'air qu'on peut apporter, c'est en proposant le strict opposé au fonctionnement politique actuel. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des gens qui, et je l'ai vu, des gens qui, en moins de 6 mois, deviennent totalement accros. Alors j'appelle ça les signes extérieurs du pouvoir, parce que c'est pas les signes extérieurs de richesse, hein, c'est pas pour les indemnités ou pour quoi que ce soit. Pour certains ça peut paraître énorme, mais c'est pas ça en fait l'enjeu, il est plus dans l'addiction au pouvoir et à ce que ça provoque chez les gens.
à la fois chez l'élu, alors rien que le terme élu, voilà, et chez ceux qui ont voté pour cette personne. Et quand quand pendant 6 mois on vous sert du bonjour madame la députée, au revoir madame la députée, qu'est-ce que je peux faire pour vous madame la députée, etc. À la fin on s'habitue. On trouve ça presque normal d'être traité mieux, je dis pas différemment, mais mieux que le Pékin moyen, quoi. Et j'ai vu des collègues changer en 6 mois. C'est terrifiant à voir. Mais je pense que c'est quel que soit l'échelon, en plus. Il n'y a pas de... Je pense pas que ce soit particulier aux députés ou aux sénateurs, mais... et comment vous faites pour lutter contre ça? C'est en plaçant des garde-fous, en disant qu'on limite le cumul des mandats. Et finalement, pour moi, le cumul des mandats dans le temps est encore plus important que le cumul des mandats à l'instant T. C'est-à-dire, il faut limiter la durée où vous êtes au pouvoir. Il faut si on partage le pouvoir, ça veut dire qu'on change en cours de mandat ou ça tourne, quoi. Les responsabilités doivent tourner. Chacun doit faire l'expérience d'une responsabilité, où on doit être ensemble pour prendre une décision politique. Et ces garde-fous-là, aujourd'hui, n'existent nulle part. Il n'y en a pas. Ça veut dire que personne n'est prêt à renier, finalement, à couper ou à lutter contre cette addiction. Finalement, c'est pratique. Mais ça sert finalement quoi? Ça sert le clientélisme et la corruption. Mais les gens qui ont pensé à un fonctionnement différent, comme en Espagne en 1936, ils avaient cette culture, ils l'avaient en eux depuis des siècles, en fait. Enfin, pas des siècles, mais une centaine d'années auparavant, la révolution qu'ils ont fait. Ouais. Ils avaient cette culture libertaire, ils avaient ce... Ah oui, disons qu'elle émerge, enfin, vous me direz si je me trompe, mais ça fait déjà plus de... Quand 36 arrive, ça fait déjà plus de 50 ans finalement que cette culture libertaire-là, elle existe en Espagne. Et plutôt, évidemment, va situer plus Catalogne-Aragon pour... et ce qui est assez édifiant, alors je suppose que vous l'avez aussi celui-là, mais moi j'ai trouvé ça parce que j'ai trouvé bien. Je suis mieux avec ma bibliothèque, mais une toute petite partie, le reste c'est dans un container. C'est Libertarias. Les femmes, je replace sur le front des femmes parce que à cette époque-là, c'était pas ultra féministe non plus, hein, le mouvement anarchiste espagnol, faut pas non plus rêver. Il y a eu quand même les femmes libres. Oui, oui. Enfin, Mourir libres, mais Ouais. c'était pas, on en parle parce que on n'a pas d'autre chose à parler. Si elles ont créé ce mouvement-là, c'est peut-être Bah, c'est peut-être qu'elles parce ne trouvaient pas toute leur C'est parce place. qu'ils ne trouvaient pas toute leur place au Ouais, sein ça, du quand mouvement même. libertaire, tout à Voilà. fait. Ouais. Et il y a encore du boulot. Parce que comme vous disiez tout à l'heure que Voltairine Becker, elle disait qu'elle est pour un anarchiste sans qualificatif. Parce que normalement, le féminisme, ça doit être inclus. Bien sûr. Et Ah, mais on est je bien vais vous d'accord. demander On est bien d'accord. justement des références au niveau anarchiste. Ah bah Voltairine, ça se lit très bien. Hein. Oui, oui. Parce que j'aime le Action titre, c'est directe, Discours d'une insoumise. Là, c'est une vraie, quoi. Ouais, discours d'une insoumise, ouais, je sais. Mais- Mais en même temps, dans un livre, dans la biographie d'Emma Goldman, elle dit qu'à un moment, elles sont brouillées. Ouais. Parce qu'il y en a une qui n'a pas voulu accepter le mec de l'autre. Et du coup, elle... je crois que ça va, c'est un tout petit peu différent. Je pense qu'elles sont aussi brouillées par rapport au vote, par rapport au droit de vote Ouais, des à mon femmes. avis, c'est plus ça. C'est plus ça. Hein. Ouais. Dire que, alors Voltairine, elle dit un truc absolument génial parce que c'est la découverte de ces textes pour moi est absolument bouleversant. J'encourage tous et toutes à le lire. On est quand même, pour rappeler, en 1890 quand elle commence ses conférences et quand elle commence à écrire des textes qui commencent à être lus partout aux États-Unis. Emma Goldman dit que c'est la plus importante des anarchistes de son temps et je pense qu'elle l'est toujours aujourd'hui. Et alors j'ai écrit tellement en ce moment que j'en ai un peu partout. Elle dit en gros que si le fait de voter ça changeait la société, on le saurait. Donc ça sert à rien que les femmes luttent pour ça. Mais par contre, C'est très... des petites phrases comme ça qui font finalement assez réfléchir au fur et à mesure. mais elle est très intéressante. Hein, mais il y a une chose en lisant en écoutant les choses sur elle, ce qui m'avait surpris, c'est que quand il y avait eu les attentats là, d'Haymarket, elle s'était prononcée contre. Enfin, Elle était choquée et c'était et après elle est revenue sur complètement. et elle a été aussi contre la collectivisation. Enfin, elle était aussi contre
Et après, elle est revenue aussi là-dessus. C'est ça. Bah, au début, elle est peut-être un peu plus proche de l'anarchie individualiste, on va ouais. dire, mais il faut aussi se placer dans le contexte où elle écrit. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en 1886 quand elle commence à dire ouais, pendez-les tous. Hein, Oui, voilà, c'est c'était son discours surprenant. par rapport au martyr de Haymarket. Pourquoi elle dit ça? Elle dit ça parce qu'en fait, la propagande marche. C'est-à-dire que la propagande du gouvernement américain en 1886, c'est de dire, vous voyez, ces salauds d'anarchistes ont posé une bombe et ont tué des policiers qui n'avaient rien demandé. Je ne sais plus en quelle année c'est qu'ils ont été graciés, enfin que ceux qui ont réussi à rester en vie et qui n'ont pas été pendus et qui ne sont pas suicidés en prison. Sacco et Vanzetti, c'est sous Jimmy Carter. Mais Non. Jimmy Carter réhabilite Sacco et Vanzetti. ouais, mais c'est quand même Haymarket. heureusement un peu plus tôt pour les martyrs des marquettes, mais en fait la propagande elle marche à fond comme elle a toujours marché. C'est-à-dire que les anarchistes, c'est la cible, ils ont osé tuer des gens, donc elle est super jeune à l'époque, elle rentre dans finalement cette théorie-là. Mais il y a, en termes de propagande, je pense que, et puis il faut bien un déclic dans sa vie, et elle c'est certainement un des déclics, un des moments les plus forts finalement de son histoire, où elle réalise son erreur et où elle vit de façon totalement différente. Et ce que je voulais dire par rapport à la propagande, c'est que en tant qu'historienne, ma vision de la guerre d'Espagne, elle a un peu changé de manière radicale en voyant Ni Dieu ni Maître de Tancrède Ramonet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très con, mais Parce qu'on voit tous les mouvements populaires. on voit c'est juste qu'on comprend mieux on pourquoi comprend mieux, pas mal de choses nous dérangeaient. Bah oui, parce C'est-à-dire que... qu'il y a- dans l'histoire, il y a des moments de l'histoire où on se dit c'est bizarre, ça sonne pas, c'est pas logique, ou je comprends pas pourquoi il y a eu ça et ça, c'est pas cohérent, etc. Et une fois que vous voyez l'histoire avec un autre focus, vous mettez la caméra complètement ailleurs, tout devient nettement plus limpide. D'ailleurs, mais la Mais ce propagande film, a extrêmement bien a marché. eu beaucoup d'impact sur beaucoup de gens qui n'étaient pas anarchistes et qui ont vu l'anarchie après différemment, Totalement. totalement différemment. Et en plus, Tancrède Ramonet est quelqu'un d'adorable, donc je le dis face caméra comme ça. Mais c'est quelqu'un d'abordable et qui, je l'espère, pourra faire son 3e volet. Il ne faut pas oublier que sur la partie contemporaine, c'est quand même un petit peu chaud pour trouver des financeurs et que Arte n'a pas voulu financer le 3e volet de Ni Dieu ni Maître. Et que là, il va chercher des financements pour pouvoir le diffuser un jour. Évidemment que c'est chaud. La chaîne parlementaire. La chaîne parlementaire a dit oui, mais il y a des droits d'auteur et il y a des problèmes de droit, parce que c'est Arte qui a diffusé les 2 premiers et financé, etc. Et donc, il faut qu'ils se dépatouillent de tout ça. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur la notion, là, tu parlais des hyper riches. En fin de compte, j'ai vu là récemment l'histoire populaire de la France, de Georges Orwell. En fin de compte, c'est vrai que, et en fin de compte, tu parles de Warzin et Bookchin. Je pense aussi à Isaac Asimov, qui a très bien vu ça. Par contre, que les hyper riches veulent avoir leur monde repas. Ils veulent s'exporter sur d'autres planètes, etc. Donc ça, c'est... Ou en Nouvelle-Zélande. Oui, ou je ne sais où. Mais c'est vrai qu'après, je pense que maintenant, on parle de surclasse. On ne parle plus de classe dominante, de classe capitaliste. On parle vraiment véritablement de cette classe-là qui, elle, n'a rien à craindre. Qui se sent limite sortie de l'humanité. Et c'est vrai que je pense que c'est là le problème pour changer les choses. C'est comment rabattre le caquet à toute cette classe-là et leur dire hey, on vit dans le même monde. Parce que c'est marrant parce que aujourd'hui je parlais avec la personne qui m'a laissé le produit là. Et je lui dis tiens t'as pas de miel et tout. Il me dit bah non c'est difficile à en trouver et tout. Et c'est vrai que quand on regarde le miel qu'on trouve au supermarché, il vient de l'étranger, il vient du sud de la France, etc. Et je lui dis bah oui de toute façon oui, bah, parce que tu vois, je comprends pas, les députés, ils devraient s'en rendre compte, ils sont humains, ils ont des enfants, ils devraient prendre conscience qu'il faut interdire les pesticides, etc. Je dis, non, ils sont hors sol aussi. Il y a véritablement ça, où une partie de la population se sent hors sol et se disent, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous, on aura toujours nos privilèges, on aura toujours les moyens de bien vivre,
et voilà, après que le bas peuple, que le prolo de base, il crève la gueule là, et ça au contraire, ça les rassure parce que ça les conforte dans leur domination. C'est-à-dire, nous si on est les dominants, c'est qu'on le mérite. Et je pense que c'est casser cette logique-là de rapport entre dominant et dominé, parce que beaucoup de gens aussi acceptent d'être dominés, en espérant pouvoir en dominer d'autres dans leurs rapports sociaux. Moi je le vois dans le boulot. J'ai un CDI, donc le mec il va vouloir dominer l'intérimaire, le mec qui est sous-traitant, etc., et ainsi de suite. Donc il y a vraiment aujourd'hui, par contre, pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas remettre en cause de façon fondamentale notre société, parce qu'ils se disent j'ai trop à y perdre. Ils se disent moi j'ai envie de partir tous les ans 15 jours en vacances, j'ai envie de pouvoir le samedi soir me payer mon apéro, tu vois, il y a vraiment on a toujours l'impression qu'il y a pire, donc on aurait toujours tous quelque chose à perdre dans notre confort. Parce que c'est vrai qu'aussi il y a conscience de dire on vit dans un pays, on n'a pas trop à se plaindre, etc. Et je pense que C'est en partie vrai, hein, Marc. Parce qu'il vaut mieux sans doute être un Français, entre guillemets, mais c'est vrai. pauvre, qu'un Lituanien, Lettonien, un Polonais. Il y a la protection sociale en France, fait qu'en fait, les gens qui sont pauvres, effectivement, le voient beaucoup moins et se révoltent moins. Mais si je peux me permettre, il y a des nuances, enfin, il y a des choses différentes dans ce que vous avez dit tous. Je ne mets pas les députés dans la même catégorie, je pense, que tu mets la super classe. oui, non, mais C'est-à-dire que, en fait, le problème des députés, c'est le problème des lobbies. Et c'est pas le même problème. En fait, c'est ce qu'elle m'a répondu aussi, de toute façon, il s'est dit après qu'ils sont d'accord. ma conclusion, c'est que l'Assemblée ne sert à rien. Alors si je dis ça, évidemment, on va me dire, oui, mais tu comprends, il y a quand même un groupe de 17 insoumis. D'accord ? Et ben, il y avait 17 députés écolos. Et alors, ça a fait quoi ? Au final, est-ce que ça a changé nos vies ? Est-ce que ça a changé vos vies ? Oui, on a réussi à faire entendre une parole différente. Oui, on a réussi à être magnifiquement et glorieusement cis à lutter contre l'état d'urgence. Qu'est-ce que ça a changé par rapport aux manifestations aujourd'hui ? C'est peut-être une lueur d'espoir, mais bon, bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement une vraie réflexion à avoir sur prendre un recul quand même important pour, de manière objective, regarder ce que ça a vraiment changé. Et si, en luttant d'une autre façon, on n'aurait pas obtenu plus de résultats. Il y a un système qui est vérolé, qui est complètement foutu par... on fait croire gentiment aux Français que les députés ont un pouvoir en votant des trucs, c'est faux. Donc une fois que les gens auront bien compris ça, je pense qu'on aura déjà franchi une certaine étape. Pourquoi ? Parce que les décisions sont prises dans les ministères, mais au-delà des ministères, par les multinationales, ou par la FNSEA, ou par d'autres lobbies qui ont les moyens. Bon, je ne suis pas contre le lobbying, on peut très bien avoir une association qui décide de faire passer son message auprès des députés, ça s'appelle aussi du lobbying, d'accord ? Par contre, quand c'est des intérêts privés qui sont à chaque fois valorisés, et je dis bien de manière systématique à l'Assemblée, sous couvert d'intérêt général, mais en fait c'est pas vrai, on comprend bien où sont prises les décisions. Et ces décisions sont prises dans ce que tu dis, la superclasse. Bien évidemment. Mais cette superclasse, je ne suis pas sûre que la méthode soit d'être en frontal. C'est juste la sensation qu'il faut avoir plus d'éducation politique partout pour le comprendre, pour déconstruire toute cette propagande. Mais une propagande qu'on nous met dans le crâne depuis l'âge de 3 ans, qu'on nous met dans le crâne depuis 2 siècles, 3 siècles. Enfin, je veux dire, c'est lourd à déconstruire. À l'école. On comprend pourquoi c'est difficile de faire comprendre aux gens qu'il y a une autre façon de vivre qu'avec un salaire de 1 500 €, où on part 2 semaines en vacances et où on a de l'argent pour le samedi soir pour l'apéro. Mais évidemment que c'est super dur à déconstruire. Vous imaginez Enfin, vous savez tous à quel point ça date, quoi. Et c'est ancré de la même façon
qui est ancré dans beaucoup de cerveaux que le progrès, la civilisation, c'est quand même quelque chose de génial, qu'on a pu en plus exporter dans nos colonies, c'est de ouf, quoi, et que tout le monde vit vachement mieux depuis. Or, c'est un mythe, c'est le mythe de la civilisation, et déconstruire ça, bah, punaise, enfin, c'est un boulot d'une vie, enfin, c'est énorme à faire. Donc, enfin, et d'un autre côté, soit on le fait, soit on dit tant pis, on vit avec la société qu'on a aujourd'hui. Après, voilà, c'est soit on n'a pas envie de baisser les bras, soit on se dit je m'y attaque vraiment. Mais peut-être en contournant et en regardant de manière locale ce qu'on peut faire. T'es super classe. Ta super classe. La surclasse. La surclasse, pardon, je suis Super, super. ils ont rien de super. Hein. Non, ils n'ont rien de super enviable en tout cas. S'imagine effectivement pouvoir survivre. Alors ils se sont achetés des propriétés en Nouvelle-Zélande, c'est pour ça que je disais ça. Sauf que la Nouvelle-Zélande a pris une loi récemment pour interdire aux étrangers d'acheter des terres, puisqu'ils avaient quasiment colonisé toute l'île. Hein. Quand même bien en être conscient. Pourquoi? Parce qu'on est le point le plus éloigné de tous les risques nucléaires de la Terre. La Nouvelle-Zélande, je m'en faisais une idée un peu plus écolo, mais en fait, bof, ça commence à être pas terrible non plus. Ou s'imagine que, comme ils ont les moyens, grâce à Elon Musk, ils pourront aller sur Mars et survivre à la catastrophe qui vient. Bon, après, il faut être lucide. Ils s'imaginent qu'avec des robots, ils vont pouvoir se créer une milice. Mais des robots, il faut une énergie pour ça. Ils vont trouver où l'énergie pour faire fonctionner leur milice robotisée. Hein. Tout ça, on est en plein fantasme absolument hallucinant de transhumanisme, quoi. Donc à nous de proposer un autre modèle qui fait envie. Parce que ça ne fait pas envie, enfin, pas spécialement. Donc on a besoin de récits, mais de récits, c'est pas assez concrets, qui présentent une société post-effondrement, post-capitaliste, qui marche. Et qui n'est pas une société triste, enfin une société où on se cultive, où on continue à aller voir des pièces de théâtre, on continue à avoir des artistes, on continue à lire et à se former, à s'éduquer, etc. Et pour ça, il y a Anthropia de Samuel Alexander, que je conseille également fortement, parce que c'est la seule note finalement positive que j'ai pu lire depuis longtemps. Je vais l'amener aussi. Vous verrez, c'est certainement le livre le plus abîmé de mon stock, parce que tout le monde l'a lu, donc il est devenu crado. Mais Anthropia, de Samuel Alexander, qui est, je ne vous dis pas trop, parce que si on déflore juste le début, c'est mort. Juste question. Mais en tout cas, c'est positif. L'auteur, c'est pas l'idée d'effondrement, mais avec sous un regard positif. C'est positif, oui. Non, mais il y a l'idée d'effondrement dedans, je sais pas. Si, bien sûr. Bien sûr, ouais. Il Il y a aussi, pas confondre avec Ecotopia, qui est aussi, c'est une dystopie où vous avez 3 États, je crois, enfin je n'ai pas encore commencé, où vous avez 3 États américains qui décident de faire sécession et de rentrer en décroissance absolue et de vivre en sobriété totale. Ils refusent tout contact avec l'extérieur et vous avez le récit d'un journaliste qui, quelques décennies plus tard, est enfin autorisé à aller étudier le système dans Ecotopia. Et là, c'est Anthropia de Samuel Alexander, qui est finalement le seul livre qui m'a apporté une vision positive et concrète de ce que pouvait donner le post-effondrement. On était en phase de déprime. On était en grosse phase de déprime, ouais, c'est vrai. On était en grosse courbe du deuil négative, là. Et ouais, ça fait du bien. Voilà. Et donc, du coup, vous dites que dans son livre, il a abordé le thème de l'effondrement. Bien sûr. Et donc, comment ça peut se passer pour que ce soit le moins horrible possible? Comment reconstruire finalement une société Parce que complètement différente. j'ai Tu lu l'as un lu truc aussi, dans le genre qui quelqu'un s'appelle Bâtir aussi, qui a été écrit par c'est les ateliers d'Antémonde. Et justement, il y avait un problème sur ce truc d'effondrement. Moi, ça m'a complètement pourri parce que les ateliers étaient super. L'idée, c'était le printemps arabe a bien fonctionné, donc il s'appelle la Raqqa. Il n'y a plus de centrale nucléaire, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de police, c'est génial. Et donc, on s'imagine en 2021, etc. Les ateliers étaient géniaux, mais quand j'ai lu le livre, il y a eu justement là, ce moment d'effondrement qui était tellement horrible. On dit, ça vaut peut-être pas la peine de continuer en fait. Ouais.
Bah, c'était un peu mon premier réflexe quand le livre de Servigne est sorti. Comment tout peut s'effondrer. C'était de dire oh non, mais il est vraiment négatif, quoi, ce livre. On peut quand même déprimer trop. Et ce qui peut quand même paraître, dans ma déconstruction et reconstruction, je me dis que quand même c'est assez gonflé de ma part d'être fille d'anarcho-syndicaliste écolo des années 70 et d'en arriver à ne pas vouloir voir ce genre de choses. C'est dire à quel point la propagande a extrêmement bien fonctionné. Aussi. Voilà.